Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission. Et comme vous le voyez, dès à présent, je suis avec Philippe aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour David. Alors, ceux qui nous suivent depuis le début vont être contents de te revoir parce que ça fait un peu plus d'1 an qu'on s'est pas vu. Exactement, exactement. Alors, c'est pas du tout qu'on était fâchés, c'est pas du tout qu'on n'avait pas envie de bosser ensemble. C'est que, bon, il y a eu plein de choses et, Ouais, euh, et on reprend. exactement. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu Sylvain aussi, mais vous inquiétez pas, on va le faire revenir. Il est pas loin, il est pas loin. Alors aujourd'hui, avant d'attaquer avec notre sujet du jour, je voulais refaire un petit point parce que il y a certains commentaires que j'ai eus, des gens qui se demandent un petit peu ce qui se passe, qui sont parfois surpris par les thématiques que l'on aborde. En fait, au début, eh bien, au départ de l'aventure, donc lors du premier confinement et au lancement de l'école buissonnière, nous avons commencé donc tout simplement par des cours de permaculture. Et puis, on a étoffé un petit peu en s'ouvrant en parlant de résilience alimentaire des territoires. Et puis, cette année, vous l'avez vu, on a élargi à la préparation aux crises. Alors, cet objectif, c'est pas d'essayer de trouver les moyens de se sauver par nos propres forces, mais bien au contraire, de pouvoir être des ressources en temps de crise. Tout à On l'a fait. vu, pendant le premier confinement, comme l'année dernière en Ukraine, notre société peut basculer à tout moment. C'est un fait. Et justement, cette société, elle a eu tendance à oublier qu'elle était fragile. Nous avons oublié que nous étions fragiles et que notre confort, pouvait être passager. Mais en même temps, le fait de le savoir, ne doit pas être un sujet d'inquiétude pour nous, car nous savons que nos vies sont dans sa main. Amen. Cependant, il ne nous est pas interdit de nous préparer, et puis même, on peut lire des passages dans la parole qui nous poussent à nous préparer, comme par exemple, le proverbe 6, au verset 6 que je vous lis. Va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître à qui elle doit rendre des comptes. Toutefois, en été, elle prépare sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alors pourquoi je tenais à faire cette précision? Parce que ben, aujourd'hui, on va parler de sujets limite survivalisme. Et justement, tu auras l'occasion d'en parler, Philippe, j'imagine, Mmh. dans ce que tu vas nous apporter. C'est pas du tout notre optique, c'est pas du tout notre vision. On est vraiment dans un objectif d'être à notre place, de pouvoir être des ressources. Euh, et pourtant, ce qui nous amène à faire cette vidéo ce jour-ci, c'est que il y a 2 ans, je crois, je me suis retrouvé chez toi, puisque j'avais un chantier dans Mmh. ton joli village. Et puis, en bas de l'escalier, il y avait 2 sacs. Et puis tu m'as dit: «Oui, oui, ces 2 sacs, ce sont mes parachutes». Alors j'étais interpellé, je voyais déjà en haut d'une montagne ou en haut d'un avion pour sauter et c'était pas tout à fait ça. Alors est-ce que tu Ouais. peux nous raconter un petit peu ce que sont ces sacs? Et je te laisse la main à partir de maintenant. OK, je te remercie. Oui, effectivement, en fait, c'est ça que, alors l'histoire de ces sacs, ça remonte, à l'adolescence quasiment, où, j'aimais bien avoir, ce qu'il fallait sur moi pour parer à peu près, tout ce que je rencontrais. Donc ça a commencé avec des poches bien remplies, puis un petit sac, puis, un sac de 20 litres. Et pendant 20 ans, alors j'ai pas mal voyagé, j'avais toute ma vie dans ma voiture et donc tous les 6 mois, je déménageais à droite à gauche et et en fait, ben, en tant que charpentier, j'avais toujours mon sac et j'ai vécu, dehors, pendant quasiment 20 ans. Alors vécu dehors, ça veut dire que je dormais quand même dans une maison, mais toujours avec des situations les plus loufoques, et petit à petit, j'ai constitué mon sac qui était mon parachute, qui avait comme comme philosophie d'amortir un peu, les chutes quand on tombait sur un os. Mmh. Donc c'est vraiment en fait, des sacs que j'ai constitués et au-delà de ça, une expérience que j'ai acquise, pour préparer, mon sac en vue d'une situation. En réalité, les sacs que tu as vus, heu, ils changent, quasiment 4 fois par an parce que même s'il y a une bonne base, ils vont s'adapter en continu à la situation. Donc si on part, sur un coup de tête, on part dormir en forêt
eh ben, on va prendre les deux, trois trucs qu'il faut en plus. Si on Mhm. part euh, à droite, à gauche, voilà, c'est vraiment le principe. Et puis, mon job ayant un peu changé, j'ai dû adapter ma stratégie. Mais malgré tout, la philosophie reste identique. Et il y a une partie de de mon sac qui reste avec moi, je dirais l'essentiel. Et en même temps, on s'est intéressé à pouvoir décliner euh, ce sac-là dans d'autres versions, notamment pour les enfants. Mhm. Euh, En fait, dans l'histoire, il faut que je te raconte quand même, parce que dans l'histoire, on a deux couples d'amis qui ont des enfants. À l'époque, ils devaient avoir, allez, dans les 5-6 ans, qui un Ouais. matin se lèvent en ayant toutes les deux rêvé de devoir partir de la maison rapidement, etc. Et donc, qui ont fait leur sac pour partir. Comme ça, en partant à l'école, le sac était prêt devant les parents qui étaient en train de s'interroger sur des sacs d'évacuation, etc. Donc le Seigneur parle dans cette saison. Mhm. Alors, je dis ça il y a déjà à peu près 5 ans. Ok. Et, et ça m'a vraiment interpellé euh, pour aller plus loin dans cette préparation, plus loin dans cet équipement qui permet d'atténuer les chocs et de pouvoir continuer à faire ce que l'on est et faire ce que l'on fait, c'est-à-dire transmettre la bonne nouvelle, continuer à être une lumière pour le monde, autant qu'on puisse l'être dans toutes les situations qu'on traverse. Mhm. Alors, désolé, je vais raconter quelque chose qui n'a vraiment rien à voir, mais quand je t'entends parler d'enfants qui préparent un sac, moi, ce que je vois, c'est mon fils, quand il avait 5 ans, il était fâché parce qu'il s'était fait gronder par sa maman, et il avait préparé son sac avec ses Playmobil et un slip, et il voulait que je l'amène chez mamie. C'est pas de ce genre de sac que tu nous parles. Non, non, pas vraiment. C'était vraiment les filles en question. Enfin, c'est deux familles, donc il y a eu un effet stéréo quand tu as deux familles qui ont des enfants qui ont les rêves à peu près identiques. Il y Mhm. a quelque chose. Et c'était vraiment sortir de la maison, sortir de la ville euh, et quitter la société quelque part. Alors, la société, enfin, c'est pas quitter la société dans ce sens-là, mais euh, être autonome et quitter la maison, Mhm. dans le sens évacuation. Euh, donc après, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a qu'un pas pour arriver dans le survivalisme. Mhm. Euh, et c'est là où il faut bien, bien discerner le pourquoi on le fait avant d'aller plus loin. Donc, je me suis préparé quelques notes. Donc, je vais Ouais, partager mon écran. j'allais te dire, je pense qu'il faut que tu rentres dans le concret là, parce qu'on a Ouais, c'est besoin clair. de comprendre qu'est-ce que tu mets dans ton sac et pourquoi. Alors, tac. J'imagine que c'est bon. Mhm. Parce que Ok. sinon, pour l'instant, pour moi, les sacs, c'est valable pour le charpentier qui va se balader tout le temps et pour les enfants qui ont des rêves. Donc, Voilà, vends-moi ton exactement. histoire. Alors, bon, le sac d'évacuation. Euh, la, la première chose, en fait, qu'il faut se dire, c'est pourquoi, comment ça se conçoit, une liste de matériel, et puis euh, on va donner les exemples enfin, des choix que j'ai faits, avec la perspective, et un petit peu comme la tienne tout à l'heure que tu disais, la perspective, c'est renoncer à soi-même et appartenir à Christ. Ça, c'est vraiment la base pour moi. Et puis, ne pas chercher à sauver sa vie, Mhm. mais chercher à la transmettre, quelle que soit la situation. Et ça, c'est avec un esprit de vie qu'on doit se préparer, et non pas avec un esprit du syndrome de l'autruche, et de se dire, allez, on va s'enterrer, et puis on va attendre que le temps passe. Et, Mhm. euh, et à ce propos-là, en fait, j'ai observé deux grands types de personnes dans les crises. Je mélange un peu, mais c'est pas grave. En fait, il y a les personnes qui, quand il y a une situation de crise, des personnes qui vont s'enfuir et il y en a d'autres Oui. qui vont aller tout droit.
vers l'endroit où ça chauffe. Ok. Et c'est vraiment bizarre parce que euh, voilà, il y a un carton, bah, il y en a qui vont plutôt se reculer, attention, il y a des flammes, attention, machin, attention, bidule, et il y en a d'autres qui vont se dire, bah non, je ne peux pas rester immobile, il faut que j'y aille. Et en fait, la perspective de la préparation, elle doit se faire dans cette version-là de on se prépare pour y aller. On se prépare pour, pas pour fuir, mais on se prépare pour affronter les mutations sociétales qui arrivent, qui sont déjà là. Euh, Mhm. on est en plein dedans. Mais de les affronter, non pas en résistant, mais en traversant ces temps-là avec un esprit de vie. Donc, voilà, bon, mon expérience, les enfants. Alors, du coup, voilà, il y a plein de trucs qui traînent sur Internet. Il y a 2 ans, j'avais passé énormément de temps à collecter tout ce qui était militaire, tout ce qui était survivaliste, etc. Alors, le Bob, c'est Bag of Bog, le, le sac pour le bug de la société. Euh, et même s'il y a quelques constances, au final, il y a beaucoup de matos, avec des répétitions et avec un syndrome qui est de tout avoir sur soi pour pallier à absolument tout. Mhm. Et on se retrouve avec des sacs de 30 kilos. C'est pas Donc possible. voilà, on met un sac de 30 kilos sur un gamin de 30 kilos et, et on a un problème, plus qu'une Mhm. solution. Et puis, dans tous les témoignages en fait de situations où des gens se sont retrouvés vraiment face à la mort, euh, ils nous ont tous rapporté que c'était 90% de mental, 10% de matos. Donc aujourd'hui, on va parler du sac d'évacuation, mais en réalité, dans le matos, ça va peut-être être la moitié du matos, le sac. Et donc, on parle vraiment d'une infime partie de la préparation qui a vraiment son importance. Mais malgré tout, dans une préparation globale, il faut s'occuper de son âme, de son esprit et des relations, etc., qu'on va aborder un peu plus tard. Mais il faut vraiment prendre en compte que le matos, ça représente 10%. Et, et que dans ces situations-là, la raison de vivre doit être plus forte que la douleur du présent pour garder un cap et pas chercher absolument à vivre ou à survivre ou à avoir à sauver son confort, sauver sa situation, sauver son image, son honneur, etc. Mais de travailler pour la vie. À partir de là, effectivement, on peut se dire pourquoi faire son sac. Et là, bah, ta configuration dans le sud, ça ne sera pas ma configuration dans l'ouest, ça ne sera pas la configuration d'un Parisien, d'un gars qui habite en Savoie ou d'un gars qui habite au fin fond de la Bretagne. C'est sûr. Donc, on ne peut pas prendre la liste et je ne pouvais pas te présenter une liste en te disant voilà la liste idéale, euh, c'est comme ça qu'il faut faire, tout le reste, c'est obsolète. Donc voilà, une fois on sait pourquoi on doit le faire, et le pourquoi, il faut le travailler vraiment avec le Seigneur, qui est des révélations, qui est une conviction profonde, et qu'on soit en accord avec la parole, pour pouvoir tracer une route, quelque chose euh, qui soit pas fondé sur des on-dit ou fondé sur des peurs, mais fondé, Mhm. encore une fois, sur un désir de vie. À partir de là, j'ai trouvé une façon d'expliquer un peu les choses. C'est soit on fait le sac de Jonas, soit on fait le sac de Ok. Josué. C'est-à-dire que le sac de Jonas, c'est un sac pour se tailler la route, en disant hop, 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 hop. Il y a des trucs qui commencent à chauffer. Je vais me tailler bien loin, et puis on connaît la suite. Et le sac de Josué, ça va plutôt être un sac où on connaît la vie de Josué, et Josué, il a diagnostiqué. Et même s'il a été tremblant, même s'il a eu des moments de crainte, il y a Josué 1, verset 9 qui dit ne t'ai-je pas donné ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Mhm. Et dans le sac, le premier truc à prendre, c'est la foi. Tu commences à m'intéresser parce que j'avais vraiment l'impression que
au moins on parle de sac de secours ou sac de survie, etc., je pense plutôt à une situation de fuite comme Jonas qu'à Josué. Donc je suis intrigué de savoir ce que tu nous prépares par la suite, ce que tu vas nous présenter dans la suite, parce que tu es en train de changer ma vision du sac. Mais écoute, tant mieux. C'est réellement ça. Le matériel qu'on prend ou qu'on prévoit, en réalité, ça doit vraiment correspondre à ton style de vie. Et, euh, et au final, une situation d'urgence, on en vit tous les jours. Donc, c'est pas demain, il va se passer un truc qui va remettre en cause tout ce que je fais, mais plutôt un sac qui va me permettre de continuer ce que je fais au quotidien. Et euh, voilà, on sait en fait que les temps sont courts, que l'ennemi, que le diable est en train de se déchaîner parce qu'il est en grande colère et qu'il a peu de temps et donc il va continuer à faire monter progressivement la température, on va dire, que la société va continuer à avoir de grosses mutations et des gros changements. Mais nous, encore une fois, on doit traverser en restant stable. Et s'il faut réduire la voilure, de passer de la maison au sac, eh ben, on réduit la voilure, mais on continue notre œuvre. Mhm. Alors, tout commence par un diagnostic. C'est un peu, je vous encourage tous à vous poser avec des post-it en famille et de dire, ben voilà, le sac d'évacuation, ben, qu'est-ce qu'on devrait prendre dans notre sac si on devait quitter la ville, changer de région, etc. On irait où? Quelle est la vue des proches? Quelle est ma réalité dans le cœur? Est-ce que je suis prêt à partir? Quels sont les freins, etc. C'est vraiment préparer son sac, c'est aussi préparer son cœur. Et pourquoi nous, le sac, ils sont toujours pas très loin de l'entrée? Parce que moi, je le vois ce sac. Et ça me permet tout simplement de dire, OK, tout ce qui est aux alentours, tout ce qui est au-dessus, autour de sac, la maison, tout ce qui est les bonnes relations, le temps que je passe en confort, eh ben, c'est des choses qui sont des grâces du Seigneur. Parce que un jour, je vais devoir prendre ce sac, potentiellement, et partir avec pas grand-chose. Mhm. Donc voilà. Du coup, se poser des questions, sortir d'un système de crise. Quels sont mes paradigmes? Qu'est-ce que j'entends aujourd'hui de la part du Seigneur par rapport à ce qui se passe? Quel est mon écosystème aussi social, mes réseaux, mes relations? Est-ce qu'ils perçoivent aussi des choses similaires? Est-ce que je sais décider dans l'urgence? Est-ce que je suis en capacité de décider dans les zones de rupture? On va voir un petit peu ce que c'est des zones de rupture tout à l'heure. Est-ce que j'ai déjà eu à gérer des traumas chez moi, chez les autres? Parce que quand on s'imagine être obligé de quitter son domicile, c'est une déchirure. Il faut, voilà, c'est un deuil. On le voit dans toutes les expériences les témoignages qu'on a pu entendre au Niger, au Mozambique, euh, en France pendant la guerre, ce qu'on a vu aussi en Ukraine très récemment, des gens qui quittent leur maison sans savoir s'ils vont pouvoir revoir leur maison, leur bien, leur espace de vie, leur territoire. Donc, est-ce qu'on est capable de gérer ça aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut s'y préparer? Donc, il y a toute cette préparation-là à mettre dans son sac, quelque part. Et puis, je vais citer Dietrich Bonhoeffer parce que c'était un pasteur résistant allemand. Donc, lui qui était vraiment dans le feu, euh, qui a lutté toute sa vie contre le nazisme. Et en réalité, toute sa vie, quand on fait le bilan, il a échoué. Il a échoué. Toutes les entreprises qu'il a faites ont échoué. Mais aujourd'hui, les fruits qu'il a sont énormes. C'est-à-dire que euh, toute sa vie à transmettre la vie, ça a marché. Et ces grandes entreprises, voilà, il avait commencé à comploter pour un assassinat d'Hitler, typiquement. Ça a échoué. Il a échoué sur plein de domaines. Mais
Mais ce qu'il a fait, c'est que là où il n'a pas échoué, c'est de maintenir avec très peu de choses, il a réussi à maintenir la vie et en vie ses collègues de détention du coup, il s'est fait arrêter assez rapidement. Et il a enfin, je vous encourage à lire tous ces livres, dont qui s'appellent Résistance et soumission. Et Mhm. donc voilà, quiconque craint Dieu, quiconque craint encore les hommes ne craint pas Dieu, quiconque craint Dieu ne craint plus les hommes. Voilà. Et le silence face au mal est soit, pardon, le silence face au mal est en soi le mal. Dieu ne nous considère pas comme innocents. Ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est agir. Donc être prêt en fait dans des, enfin, ouais, se préparer. On ne sait pas en fait réellement dans une situation de crise, une situation qu'on n'a jamais connue. On ne connaît pas notre comportement. Mais le fait de se préparer à prendre ces décisions-là, ça permet vraiment d'augmenter nos chances de prendre la bonne décision quand ça sera le moment. Et du coup, c'est pas parce que ton sac est prêt que toi tu l'es. Effectivement. Donc voilà, ça c'est un petit message à mon passé et puis à tous ceux qui ont pris les listes qui traînent à droite à gauche sur Internet, qui ont un sac dans le placard avec des boîtes de Mm. conserve qui datent d'il y a déjà 2-3 ans et qui ont mis en fait cette urgence-là d'être prêt à prendre les bonnes décisions et d'aller jusqu'au bout, qu'ils l'ont mis au placard avec le sac en pensant Mhm. que ça suffisait. En fait, il faut savoir que l'être face au changement, je vais être rapide là-dessus au final, mais il y a 5 domaines vraiment de préparation. C'est tout ce qui est paradigme. Aujourd'hui, on est dans une société où on est en paix, malgré tout, euh, où on a de quoi manger, on a de quoi euh, communiquer, se déplacer. Euh, et il risque d'y avoir des gros changements de paradigme à ce niveau-là. Et donc, d'être capable de changer aussi la liberté de parler, la liberté de faire une vidéo. Il faut en profiter. Il y a certains pays où c'est pas vraiment le cas. Ouais. Et donc, être capable de s'adapter très rapidement, euh, ça commence par là. Ensuite, il y a l'environnement matériel. Bon, ça, on va en parler. Enfin, on est en train d'en parler. L'environnement social, être capable d'avoir une maturité dans les relations. Parce que partir avec son sac, ça ne veut pas dire quitter tout le monde. Ça va peut-être vouloir dire à un moment donné partir ensemble, partir en groupe. Et partir en groupe, ça veut dire être capable de prendre des décisions en commun. Et prendre des décisions en commun, ça veut dire avoir une maturité relationnelle qui tient véritablement la route. Être ami pour jouer à la pétanque ou jouer à la belote, c'est pas forcément suffisant. Je conseille d'ailleurs à tout le monde de, de vivre des réussites, au moins 3 réussites et 3 échecs assez lourds avec ses amis et de voir si ça tient et que ça s'améliore ou si ça se détériore et dans ce cas-là, ça marche plus. Mm. Les savoirs et les expériences, forcément, et puis du coup les actes au moment opportun de pouvoir agir en conséquence avec la bonne décision. Et quand ça commence à brasser, euh, on appelle ça l'harmonie cognitive ou pour la psychologie, c'est la dissonance cognitive. Je préfère parler d'harmonie cognitive parce qu'on est fait pour avoir une harmonie dans tous ces éléments-là. Et quand il y en a un qui commence à être dissonant, par exemple, l'environnement matériel ou l'environnement social est dissonant, notre être entier va chercher à retrouver une, euh, une harmonie entre tous ces éléments-là. Et si jamais il ne le trouve pas, il va avoir ce qu'on appelle une fragmentation, une dissociation. Et voilà, j'effleure juste le sujet en disant que c'est quelque chose qui peut se produire à travers le sac. C'est-à-dire que le jour où vous prenez votre sac, mais il va y avoir vous ou quelqu'un de votre famille qui arrive, qui n'est pas totalement prêt et qui arrive à un seuil
où c'est trop dur et où ils vont avoir leur être, leur âme plus exactement, qui va se séparer et vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va perdre ses moyens. Voilà. Après, voilà, somatisation, intégration d'un événement, il faut à peu près 21 jours. Donc ça, on le voit dans la gestion des traumas. S'il y a un trauma qui arrive, il vaut mieux le traiter dans les 24 heures et jusqu'à 21 jours. Et après, plus c'est long, plus on attend, plus la personne, elle va avoir des, des réactions qui vont se mettre en place, qui vont essayer de digérer l'événement pour, pour le gérer émotionnellement et qui va peut-être provoquer par exemple des phobies, euh, de la terreur, etc. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut euh, anticiper. Et la gestion du changement, la gestion des traumas, c'est aussi à mettre dans le sac ou dans la capuche, on va dire. Entraînement difficile, guerre facile ou crise facile, ça c'est répété, répété un peu partout, mais c'est vraiment la clé. Vaut mieux s'entraîner avec un kawaii et c'est ce que je faisais avec mon frangin jusqu'à quelques années, où tous les hivers, entre Noël et le 1er de l'an, on partait en forêt avec un kawaii et une bouteille d'eau ou un kawaii, un briquet, etc. Et on passait 12 heures ou 24 heures dans le milieu naturel avec le minimum de matos. Et, et ça permet en fait, quand on se retrouve avec un sac rempli de matos, Hmm. de se dire c'est la fête. Notamment, bon, j'anticipe un peu, mais d'avoir du bouillon cube dans son kit, franchement, ça sauve la vie. Euh, donc, encore un petit point, c'est que aujourd'hui, on sera en zone de confort. Voilà, avec quelques turbulences, il manque un peu de gasoil, il manque un peu de trucs, un peu de machin. Mais en gros, on est en zone de confort, zone de turbulence, et l'être humain, naturellement, va avoir tendance à chercher le confort. Euh, et là, dans la préparation, c'est l'inverse. Euh, Il y a deux. Les cercles, en fait, nous représentent. Et il y a deux façons de vivre. Soit à l'intérieur, on n'a pas la lumière, on n'a pas cette force de vie euh, qui nous fera pas craindre la mort jusqu'à à craindre de perdre la vie, mais qui nous permettra d'être à l'aise et en vie dans les situations de turbulence, dans les situations de crise et même dans les zones de mort. Et en fait, quand on a cette vie en nous qui vit réellement, donc là, le petit centre, on pourrait dire que c'est l'esprit, le vert, ça serait l'âme, le corps, bon, bah, le corps en orange, il fait comme il peut, hein, il vieillit. Et puis le vert, c'est les actions qu'on mène. Donc, quel que soit l'intérieur, on est tout à fait d'accord, chrétien, non chrétien, il y a des gens qui peuvent avoir de très bonnes actions. Sauf que l'idée, c'est que la vie qui est en nous doit tellement rayonner en nous que dans les zones de turbulence, de crise ou de mort, on puisse être cette lumière qui va influer sur ces zones-là. C'est-à-dire donner la vie dans les zones de crise, donner la vie dans les zones de mort. Et c'est vraiment dans cette configuration-là qu'il faut préparer le sac et se préparer soi-même. Donc, je vais pas approfondir, on peut y passer à peu près 1 heure sur ce schéma-là. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. C'est que ne pas chercher le confort aujourd'hui, c'est chercher la turbulence. Donc, ça veut dire que si vous partez en balade le week-end, partez à l'endroit où vous pensez devoir partir si jamais un jour il y a un problème. Et, et faites-le en condition pour jouer avec de la joie, de la bonne humeur, pour que les enfants ils soient aussi pas mettre un fardeau aux enfants, mais ça permet ça va vraiment permettre de travailler ce côté-là et d'amener la vie là où potentiellement un jour pourrait y avoir la mort. Ensuite vient le diagnostic. Alors, au niveau du diagnostic, euh,
l'idée de base, c'est de prendre chaque point et de se poser avec le Seigneur et de voir où est-ce qu'on en est. Donc la partie de gauche, c'est vraiment des choses qui sont immatérielles, mais c'est des compétences et du savoir qu'il faut réussir à faire aussi bien aujourd'hui dans sa vie tous les jours que dans les profondeurs des situations difficiles. Donc, relation avec Dieu, relation et, et réseau mature, les savoirs et transmission, gestion des stocks, logistique, information, décision, en sachant que l'information et les décisions sont les choses les plus euh, stratégiques. C'est-à-dire que de partir avec son sac sans avoir la capacité d'être informé sur ce qui se passe devant, ce qui se passe derrière, ce qui se passe en termes d'autorisation, d'interdiction. Si on prend un peu la situation du Covid, du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de se déplacer. Et il y a même certaines villes qui étaient fermées. Quels sont les ronds-points qui étaient fermés, etc. Et en combien de temps ça a été déclenché. Donc, si demain, il y a de nouveau une crise comme ça, ben, vous savez peut-être que vous avez 5 heures pour quitter la ville. Donc là, je ne parle pas de grands chamboulements, de guerre civile, de trucs comme ça. On n'est pas du tout dans cette idée-là. Mais suivant l'endroit où vous habitez et les risques potentiels que vous pouvez avoir les bonnes informations et pouvoir prendre les bonnes décisions, c'est crucial. Comme le dit dans Ézéchiel 9, de toute façon, tout, euh, tout se tient dans les circonstances et le discernement des temps. Donc, c'est vraiment important. Et de la connaissance de ton espace est vraiment crucial. Si tu n'as pas fait de reconnaissance de là où tu dois aller, donc si déjà tu ne sais pas où aller et que tu n'as pas fait de reconnaissance de ton parcours, eh ben, le jour où il faudra partir en urgence, tu es sûr de te planter. Et puis après, à droite, il y a l'à côté, tout le côté plutôt où on peut avoir plus de matériel, on va dire. Donc santé, hygiène, soins, ça, que ce soit à la maison ou que ce soit en rando, tu en auras besoin. La nutrition, la sécurité. Alors, sur le point de sécurité, je vais mettre vraiment un point fort. Euh, Aujourd'hui, la bête la plus dangereuse dans le milieu naturel, c'est la tique. Même le loup, c'est pas un gros sujet. Même les sangliers, c'est pas des gros sujets. Par contre, la tique, en termes de fréquence, de gravité et de détectabilité, c'est l'animal le plus dangereux du milieu sauvage français à l'heure d'aujourd'hui. Après, il y a aussi la sécurité. Si on prend en compte, par exemple, de sortir de la ville en pleine manif, on n'est pas dans le même niveau. Et la sécurité, déjà, ça s'évite. Enfin, les situations difficiles, ça s'évite. Donc, d'avoir un bon diagnostic de là où on va passer, parce que à tel endroit, il y a toujours des manifs, il y a toujours des problèmes, ou alors c'est un endroit qui n'est pas du tout sécure, bah, c'est vraiment important de reconnaître ces passages-là. Ensuite, la deuxième loi, quelque part, de la sécurité, c'est pas de ne pas provoquer des situations où on va être en défaut de sécurité. Donc, de ne pas exposer, de ne pas provoquer, etc. Et après, en dernier lieu, il y a limiter les conséquences d'une situation d'insécurité. Donc, du coup, il y a également le côté abri. Alors, moi, je suis parti vraiment sur du très léger. En fonction de votre configuration, bah, l'abri, il peut y avoir, vous pouvez sortir la tente 10 places alors que vous êtes que deux parce que vous avez besoin de place, etc. Moi, je suis parti vraiment sur quelque chose de light, c'est-à-dire un sac de couchage avec un sursac en Gore-Tex, rangé dans mon sac à dos. Comme ça, je tire le sac, je me mets dedans, je dors, je suis capable de tout de suite de remballer mon truc, même s'il pleut, ça marche, c'est éprouvé, ça tient. Et ça tient même pour des enfants de 4 ans, puisque les personnes les plus jeunes que je vais aller faire dormir en forêt, c'est 4 ans. Et ça marche super bien. Il faut juste expliquer qu'il a une tente pour lui tout seul,
que c'est super bien parce qu'il a sa tente pour lui tout seul et qu'il va être très bien. Et les enfants, généralement, étaient endormis avant les parents. Les parents qui ont eu plutôt de mal à dormir à cause des chevreuils, des petits bruits, des souris, des mulots qui se baladaient dans les feuilles. Donc voilà. Les déplacements. Donc, déplacement, tout de suite, on pense aux cartes. Où, comment, la route, le moyen de déplacement. Est-ce que je prends la voiture? Est-ce que je prends quelles chaussures je prends? Euh, Est-ce que je prends mon vélo, mon cheval, etc. Et puis en même temps, qui j'embarque? Parce que est-ce que le chat de la famille ou les 10 chats de la famille, est-ce que je les embarque avec moi? Et qu'est-ce que j'en fais? Donc là, ça fait partie aussi des décisions un petit peu et d'anticiper les choses et d'être en mesure. Ça veut dire que ça nécessite une prise de décision en amont avec la famille. S'il faut laisser le chat à la voisine le jour en question, eh ben, qu'il n'y ait pas de déchirement avec les enfants et d'expliquer que le chat, il faut qu'on le laisse, machin, etc. Parce que c'est pas le moment quand il faut partir. Des fois, ça se joue à quelques minutes quand on a les témoignages. Euh, donc voilà, toutes ces questions-là, elles doivent être prises en amont et d'avancer. C'est pareil pour l'énergie. Alors, il y a beaucoup de survivalistes qui sont avec les sacs 72 heures, 36 heures, machin bidule. En réalité, il y a le sac de jour en stratégie. Le sac que tu as toujours avec toi aujourd'hui, qui tient, qui te sert à ta vie courante. Tu as ton coupon, tu as ton machin, tu as ton bidule. Et le sac qui va te permettre de vivre en autonomie dans le milieu naturel euh, ou en ville, suivant ton milieu, mais de manière pérenne. Parce que si tu fuis, tu ne sais pas combien de temps tu vas devoir fuir. On a plusieurs cas comme ça où on a des gens qui sont restés, ils sont partis pour rejoindre un lieu et ils sont restés 3 mois dans la pampa. Donc c'est vraiment important de comprendre l'énergie. Oui, tu peux avoir ton power bank, mais si tu n'as rien pour le charger, ça ne marchera pas très longtemps. Et le dernier point, c'est l'artisanat et le commerce. Parce qu'en réalité, dans cette perspective de transmettre la vie et de continuer la vie, tu pars pas pour t'enterrer dans un coin, tu pars pour continuer à transmettre la vie. Et donc, qu'est-ce que tu peux offrir au monde? Et qu'est-ce que tu peux produire toi? Tu vas pas pouvoir tout emporter. Donc, est-ce que tu es capable de faire une cabane? Est-ce que tu es capable de faire des outils, d'aider les gens? Et on a tous, en unité de valeur, on a tous, tous les jours, 24 heures, à investir quelque part. Et ça, c'est une valeur qui pèse rien, que tu auras toujours dans ton sac à dos, et de savoir l'utiliser pour produire de la valeur pour les autres. Ou pour toi-même, mais si tu as besoin de quelque chose, il faut savoir ce que tu es capable de vendre. Et ça, c'est vraiment important dans une évacuation, c'est d'être capable de continuer à vivre, de continuer à interagir avec la société et d'enrichir le monde de ta vie. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent pousser plus loin, s'ils veulent faire un vrai diagnostic, ils peuvent faire ce qu'on appelle le LAMDEC, analyse des moyens de défaillance, leurs effets et criticité. C'est un peu scientifique, on va dire, mais c'est très puissant pour faire un vrai diagnostic et amener en face de solutions et de systèmes dégradés des solutions adaptées. Une stratégie. Et en fait, le meilleur exemple abordable pour beaucoup de monde aujourd'hui, je me suis dit que c'était de présenter la réussite d'un plan d'évacuation, conduire sa femme enceinte à l'hôpital. Ah, ça, j'ai réussi 2 fois. C'est ça. Tu vois, bravo. Et tu avais préparé un sac? Non, mais elle, oui. Voilà. Donc en fait, tu vois, et d'ailleurs, tu vas me dire, parce que moi, je l'ai jamais fait, mais euh, ça commence par un diagnostic, accepter et anticiper les futures situations de crise. Et là, bien souvent, situation de crise, on se fait des montagnes dessus.
il y a la résilience, les situations de crise. On ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Tout à l'heure, dans les schémas, la situation de turbulence, c'est quand on est capable de résoudre nous-mêmes le sujet. Quand on arrive en crise, il y a une décision qui est importante. Si tu n'amènes pas ta femme rapidement à l'hôpital, il va y avoir un problème, il va y avoir des conséquences et peut-être une situation de mort. Donc la crise, on la reconnaît tout simplement quand tu as une décision à prendre et si tu ne la prends pas, tu vas dans le mur. Donc ça se fait très facilement, une gestion de crise, c'est un diagnostic. Tu vois ce qu'il y a le problème, tu trouves des solutions, tu les mets en œuvre et tu contrôles que tu es bien revenu à la situation de départ. Donc là, acceptation et anticipation de la future situation de crise. Accepter de perdre, par exemple, ta banquette, de perdre une journée de travail, de perdre les os pour ton épouse, etc. Voilà, il y a nécessairement situation de crise. Généralement, il y a une perte de quelque chose. Il faut accepter de perdre. Donc, le jour où tu dois partir de ta maison, tu risques de perdre ta maison, oui. Mais tu sais ce que tu as sauvé. Ensuite, tu as des indicateurs, surveillance des indicateurs pour discerner le temps de l'amener à l'hôpital. C'est pareil pour l'évacuation. Quels sont les paramètres qui te feront dire c'est maintenant qu'on part? Parce que sinon, on peut être avec le syndrome de la grenouille. Tu connais l'histoire, une bassine froide avec la grenouille qui est dedans, et tu fais monter en température degré par degré, et la grenouille finit par mourir. C'est cruel pour la grenouille, mais parce qu'elle n'a pas pu discerner la différence de potentiel de température entre le froid et le chaud. Et si on surveille correctement nos indicateurs, eh bien, on saura à un moment donné dire là, c'est trop, on doit partir. La préparation du sac, la préparation des papiers, communication avec le lieu d'arrivée. Tu appelles l'hôpital, si tu n'attends pas, c'est plus compliqué. Vérifier la voiture, le plan B au cas où la voiture ne démarre pas, et plan C au cas où, avec les secours. Et combien de temps ils mettent pour arriver. Et tout ça, on peut le transférer effectivement à une situation où on doit quitter la maison. La reconnaissance du trajet, les travaux, les dangers, les risques divers, les trajets de secours et des solutions pour les enfants en cas de départ, s'ils ne sont pas à la maison, si on est en pleine nuit, qu'est-ce qu'on fait des animaux, j'en ai parlé tout à l'heure, etc. Ou de la grand-mère, ça peut arriver. Donc voilà, c'est pour ça que la partie diagnostic est vraiment importante, de pouvoir se projeter dans ces situations-là et de les aborder vraiment avec sérénité, même pourquoi pas en jeu, et que ça devienne quelque chose qui n'est plus un sujet de crainte, mais vraiment un sujet de confiance, avec cette volonté de continuer à, euh, à répandre la vie autour de nous. Voilà, bon diagnostic, un bon entraînement physique. Mais effectivement, si on décide de partir en sac, c'est qu'on risque de partir à pied. Donc, si on n'est pas capable de faire 10 bornes à pied, ça va être compliqué. On peut taper sur normalement à peu près 30 km jour sans trop d'entraînement. Au bout de 3 jours, ça va être sec. Donc, il faut vraiment travailler ce côté-là. Si vous décidez de partir à pied, regardez combien de kilomètres vous devez faire et faites-les régulièrement pour savoir que vous êtes capable de le faire. Les bonnes relations, bon contact, le bon matériel, une capacité à prendre des décisions, encore une fois, en situation nouvelle et potentiellement sidérante. Ça, c'est quand on est en rupture. Frustration, colère, c'est quand on est en crise, mais quand on arrive en rupture, en fait, on est immobilisé. On voit beaucoup dans les différents sujets, les attentats, etc. Il y a des gens qui sont juste immobiles, qui voient les choses et qui ne peuvent plus réagir. C'est pas de leur volonté, mais c'est qu'en fait, ils sont pas prêts. Et leur cerveau disjoncte et ils sont en sidération. Ça dure à peu près 20 minutes généralement. Et puis, voilà,
adopter un profil bas. Donc au niveau matériel, typiquement, on évite, si on est en ville, on évite le sac et tout l'apanage paramilitaire. Euh, L'idée, c'est de se fondre dans la société. Donc plutôt taper sur du gris et puis en mode normal. On se bourre pas le mou, on se fait pas un truc trop fou. Si on est habillé normalement, c'est qu'on est des gens normaux. Et donc, voilà, si on commence à être avec la casquette militaire, les treillis, les ranjos et compagnie, on se fera tout de suite. Alors, soit ciblé, on va dire que c'est la Bérésina, euh, comme on l'a vu en fait au début du Covid, où tout le monde a eu la peur de manquer de papier toilette. Donc, bah, s'il y avait du papier toilette euh, posé sur une voiture sans personne autour, ben, le papier toilette, il disparaît. Donc, si vous êtes dans un moment où c'est de la Bérésina et que vous avez sur vous des choses que les autres veulent, et ben, vous attirez sur vous un problème de sécurité. Après, c'est connaître son matériel. Pour la petite histoire, euh, avec mon frangin, on s'était barré dans la forêt. J'ai fait mon sac hyper vite. Et puis, le soir, donc on partait généralement en soirée. Et on arrive dans un endroit avec des sangliers, etc. Et puis, on se trouve un petit coin fourré pour passer la nuit. Euh, D'ailleurs, il y avait ma femme avec. Et là, on entend un chasseur. Donc, avant le coucher du soleil, on entend un chasseur et puis on entend proche. Donc, quand c'est comme ça, en milieu naturel, bah, c'est pas compliqué. Ils ont le droit d'être là autant que nous. Mais par contre, on va éviter de se prendre une balle ou des plombs. Donc, on se couche. Et puis, ben, du coup, on se couche, le soir tombe, et j'avais aucune notion de où était mon matos dans mon sac. Et donc, j'ai commencé à sortir mon matos pour trouver ma lampe de poche. Et du coup, bah, c'était le gros bazar, quoi. Il fallait fouiller à droite, fouiller la poche de gauche, la poche de droite, fouiller au fond. Et ça, c'est pas faisable. Vous devez, sur un sac, vous devez absolument savoir où est votre matos et en même temps connaître le sac du voisin. Donc, essayez de standardiser un peu les emplacements entre vous pour que ça soit simple. Si je cherche ma lampe de poche ou ma frontale, eh ben, la frontale, c'est la poche du haut, je sors la frontale. C'est pas, non, moi, je la mets dans la poche du bas parce que tu comprends, machin bidule et compagnie. Essayez entre vous d'avoir quelque chose de propre. Et puis avoir de l'expérience et connaître les constantes et les variables. Donc, ben, sur mon chemin, sur la météo dans ma région, sur les passants. Voilà, à tel endroit, c'est constamment embouteillé, c'est constamment surveillé, c'est constamment. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément fréquentables dans ces endroits-là. Ben, et puis, ben, c'est variable, ça dépend pas mal de choses. Mais avoir vraiment une connaissance du terrain et préparer, ça vous aidera à faire un sac qui va correspondre à la réalité du terrain. Allez, on est parti pour la liste. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment deux choses à avoir, deux sacs. C'est un sac léger, un sac pour tous les jours. Généralement, nos épouses et les femmes ont des sacs euh, à fond sans fin. Quand on regarde ce qu'il y a dans un sac d'une femme, il y a généralement à peu près tout ce qu'il faut. Et on peut s'en inspirer parce qu'elles mettent dans leur sac au fur et à mesure ce qu'elles rencontrent et ce qu'elles ont besoin. Et ça, c'est un bon apprentissage, c'est d'avoir un sac Ouais, suffisamment grand. j'y ai Mais pensé depuis le début quand tu parles. ouais, Euh, je sais que mon épouse, chaque fois qu'on va quelque part, elle a toujours un grand sac et il y a toujours tout ce dont on va avoir eh besoin ouais, ce jour-là. Toujours. exactement, Alors, il exactement. ressemble pas du tout à ton sac, par contre. Le sien est beaucoup plus fashion. Ouais, désolé. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Du sac de tous les jours, c'est vraiment ça. Et de faire en sorte que les enfants aient la même chose.
d'apprendre à nos enfants d'avoir un sac de tous les jours, d'avoir un petit truc, un petit machin. Euh, alors, dans la liste, on va aller un peu plus loin que de partir simplement euh, à l'anniversaire du copain, mais tout simplement parce que, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, avec ce sac-là, vous allez régulièrement dans des endroits que potentiellement vous devriez fréquenter en cas d'évacuation. Et du coup, vous allez adapter votre matos proprement à, à ce lieu-là et à ces situations-là. Donc en outillage, voilà, une boussole carto, donc c'est des boussoles plates, Alors, à ceux qui se briquet. poseraient la question, Ouais. si c'est une façon de parler du sac de tous les jours, moi j'ai vu Philippe à plusieurs occasions. C'est pas pour Philippe, c'est pas juste un mot en l'air. Il a toujours ce genre de sac sur lui. C'est un style Voilà. de vie. Alors, un peu moins maintenant que je passe beaucoup de temps en bureau, mais mon sac, en fait, est dans la voiture. Donc, effectivement, il ne faut pas se balader partout et surtout que dans le sac, il y a des choses, on va le voir un petit peu, des choses que tu as du mal à justifier. Et il y a en sorte très rapidement la loi, notamment par rapport au briquet, quand on est dans le Var, enfin dans le sud de la France, ben, on ne se balade pas avec un briquet en forêt ou avec un truc qui va faire du feu. Euh, Et ça marche pas avec la police. Excusez-moi, monsieur l'agent, je suis un survivaliste. Ça marche pas. ouais, ben, en fait, tu as trois éléments. Tu as la loi, tu as la jurisprudence, et puis tu as l'interprétation des forces de l'ordre. Donc, si tu te balades en forêt avec du matos qui correspond à la loi et aux jurisprudences, l'interprétation de la gendarmerie, dans ce cas-là, sera tout à fait facile. Sauf si tu te Hmm. balades avec un bazooka ou avec la machette anti-zombie. Hmm. Si tu te balades avec un petit couteau de cuisine euh, dans une manif, bah, ça ne le fera pas non plus, parce que c'est pas un lieu approprié. Donc il faut toujours garder ça en tête. On n'est pas en train de préparer la guerre, on n'est pas en train de préparer une invasion zombie, mais on est juste en train de faire en sorte qu'on puisse continuer à donner et à transmettre la vie là où on se trouve, et quelle que soit la situation. Donc après, voilà, il y a des paradigmes. On voit tous les gens qui font de la survie avec les fire steel pour faire des étincelles. Ah, je suis désolé les gars, un bon briquet, ça marche super bien. Et ça marche longtemps. Euh, pareil pour les couteaux. Alors les couteaux, on va voir un petit peu plus loin. Crayons. Alors il y a des papiers waterproof qui existent et c'est top parce que du coup, ben, vous n'êtes pas obligé de protéger vraiment votre carnet, des gants, des cartes à noter puisque vous vous baladez tous les week-ends dans ces lieux-là. Faites des annotations. Attention, là il y a ci, attention, là il y a ça. Là, il y a un petit, il y a un petit paysan qui vend des œufs. Là, il y a une gentille grand-mère qui a toujours des légumes et qui vend ses légumes. Faites une carte à noter. Ça vous permet de savoir où vous allez. Lampe frontale. Alors, pour l'expérience, sur un carton sur l'autoroute que j'ai vécu, à peu près 10 voitures, 10-15 voitures devant moi. Bah, je fais partie de ces gens dans certaines situations qui ont tendance à aller vers le problème plutôt que de partir dans l'autre sens. Et donc, dans ma tête, il y a protéger, servir qui s'allume. Et donc, je sors, j'y vais. Et quand les pompiers sont arrivés, les pompiers avaient des lampes torches à la main. Et du coup, ben, ils n'avaient plus qu'une main pour aider les gens. Parce qu'il faisait nuit. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. Il faut des frontales. Donc, dans mon kit, j'ai des frontales et j'ai que ça. Parce que ben, si tu veux avoir les mains libres, ben, c'est la lampe sur le front, quoi. Lumière rouge autonome, bien souvent sur les lampes frontales, toutes celles où il faut cliquer, recliquer, recliquer, recliquer pour avoir la lampe rouge.
c'est un peu compliqué. Donc, tu passes par la petite intensité, la grosse intensité, le flash qui clignote, et puis après la lampe rouge. Donc, si tu veux rester discret, si tu veux pas envoyer de signaux trompeurs à quelqu'un, c'est compliqué. Donc voilà, c'est rouge autonome et blanc de l'autre côté. Les papiers admin, et là, je conseille la clé USB cryptée, histoire de ne pas balancer tous ces documents à quelqu'un qui volerait votre sac. Des batteries, on va y revenir, téléphone portable, scie à chaîne, de l'affûtage, trousse de secours, trousse de couture, pardon, sécateur, ficelle, etc. Ça, on va y revenir un petit peu. Deux bougies, c'est super bien parce que c'est pareil pour allumer le feu. Soit on a de l'amadou et on sait gratter sur le champignon en question, etc. Soit on prend une bougie, on coupe un petit bout et puis on la met sous le feu et ça prend. Il faut penser un peu pertinence des moyens et efficacité adaptés à vos compétences. De l'adhésif, un bon adhésif, un adhésif qui fonctionne bien, ça permet de faire pas mal de choses. Et puis une cordelette nylon. Ça, c'est pour la partie outillage. Alors, je vous rassure, on va détailler un peu par rapport au choix derrière. Donc, un sac banane, un gros sac banane, et puis, ou un sac bandoulière, où on met nos affaires de tous les jours dedans. De l'argent, alors je ne me balade pas toujours avec 200 euros en billets, je te rassure. Mais voilà, adaptez vraiment à vos besoins et à la distance à parcourir. Après, hygiène, ça c'est vous qui voyez, mais un antidiurétique, parce que quand on est en évacuation, le premier sujet, c'est l'eau, c'est l'hydratation. Et le deuxième sujet, c'est le sucre. L'adrénaline, pour traiter l'adrénaline, le corps a besoin de beaucoup de sucre, enfin mobilise beaucoup de sucre. Et bien souvent, on a une chute d'hypoglycémie dans les 20 minutes. Dès que l'adrénaline commence à retomber, on a l'hypoglycémie qui pointe son nez, donc il faut du sucre et il faut de l'eau. Et si on commence à choper une diarrhée, c'est compliqué à trouver de l'eau. Donc antidiurétique, c'est important. Bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude, c'est pas de la soude, hein, c'est bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude. Ça, vous regardez sur Internet, mais c'est pour se laver les dents, pour désinfecter de l'eau, pour pas mal pour nettoyer, etc. Brosse à dents, passe à tic. Forcément, c'est l'arme la plus efficace contre la bestiole la plus dangereuse du milieu naturel actuellement. Paracétamol, passe à clamper. Si vous avez des sujets beaucoup plus graves, euh, au lieu de faire des points de compression, la passe à clamper, c'est quand même rudement efficace. Permanganate de potassium, c'est pareil. Ça permet d'allumer des feux chimiques, d'assainir de l'eau, faire du collyre. Il y a vraiment beaucoup de vertus au permanganate de potassium. Et puis les serviettes hygiéniques, c'est pareil. Mis à part aider des femmes qui en auraient besoin, c'est aussi très bien pour faire des points de compression ou pour arrêter les saignements, pour éponger, pour faire plein de choses. Avec le côté adhésif, c'est vraiment pratique. De manière globale, en fait, le matériel, essayez de choisir du matériel qui peut servir à plusieurs choses pour éviter de transporter et des compresses et des serviettes hygiéniques et une éponge et une serviette et des mouchoirs. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de serviette hygiénique, vous pouvez prendre des couches pour les gamins. C'est pareil, c'est hyper absorbant sur pas mal de sujets. La nutrition. Alors, la nutrition, là, c'est pareil. Moi, je travaille beaucoup avec la sardine parce que la sardine,
Il y a deux effets. La sardine déjà, dans des boîtes qui ont quelques temps, ça a eu bien le temps d'acérer et c'est très bon. Et en plus de ça, il y a de l'huile et du métal, donc on peut en faire une lampe à huile. NRG5, on en reparlera un petit peu. Des couverts, gourdes filtrantes. Euh, j'ai deux configurations. J'ai une gourde qui permet de filtrer l'eau au fur et à mesure. Faut faire attention parce que des fois ça se bouche et quand on est dans le milieu naturel et qu'on a un filtre bouché, c'est compliqué. Du miel, notamment pour gérer les petits coups de mou, surtout après des frayeurs. Un carreau en métal, des barres énergétiques, des sacs de congélation. Ça, c'est multi-usage et ça vous permet surtout de récolter au fur et à mesure que vous marchez. De récolter des champis, de récolter des trucs qui se mangent. Et là, c'est pareil. Moi, ce que j'ai observé, c'est que on a un mode de nutrition qui change quand on est en balade ou quand on est en vie en milieu naturel. C'est qu'on va commencer à manger en continu et pas forcément faire 3 repas par jour, etc. Surtout quand on grignote, on tape un peu tout ce qu'on trouve dans la forêt ou dans le milieu naturel. Mais ça dépend de votre capacité à le faire. Donc, les sacs de congélation, ça aide vraiment à récolter, de vous arrêter, de faire votre petite salade. Les bouillons cubes, j'en ai parlé. C'est pareil, si on n'est pas trop habitué à l'amertume dans le milieu naturel, bah, un petit bouillon cube, ça se fout quand même la mise. Puis juste avec de l'eau, ça remonte le moral. Donc faire un petit bouillon, ça remonte vraiment le moral, ça recharge aussi en sels minéraux. En sachant que, comme je disais tout à l'heure, le mental, c'est 90%. Et de remonter un peu le moral des troupes, c'est vraiment important. Couverture de survie verte, ben, vous avez un côté brillant, un côté vert, un côté discret et un côté bienvoyant. Masque en tissu. Alors, pourquoi les masques chapeau, casquette, lunettes de soleil? Alors, mis à part pour se protéger du soleil, la nuit, il fait froid. Et vous avez à peu près 30% de votre chaleur qui part par la tête. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de vous arrêter, de faire un petit nid douillet pour votre famille, etc., et ben, tout le monde met les lunettes de soleil, les chapeaux, les casquettes, les masques, et ça permet de maintenir la tête le plus chaud possible, si vous n'avez pas pris d'un oracle, parce que vous êtes en été. On continue, donc de l'hygiène. Là, c'est pour la route. Donc, on passe avec le gros sac, ce gros sac que tu as vu dans l'entrée chez nous, avec de l'hygiène, de la nutrition et du coup de l'outillage. C'est un complément de l'outillage qu'on a dans le petit sac. L'idée, c'est aussi que si tu dois larguer le sac parce que tu dois te mettre à courir parce que tu as les chiens du paysan qui t'ont pris en chasse et que tu n'as pas trop envie de te faire mordre les mollets, bah, tu largues le sac, mais tu as toujours ta banane avec toi. Et les enfants sont avec le premier kit. C'est un kit normalement qui doit pouvoir, si tu t'entraînes un peu, tu peux tenir 3 jours avec. Donc en fait, le sac 72 heures des survivalistes qui peut peser jusqu'à 30 kilos, bah, en réalité, il tient dans une banane, mais avec de l'entraînement. C'est toujours pareil. Si tu n'as pas d'entraînement, tu prends un camping-car. C'est un peu plus visible, mais ça fonctionne. Donc voilà, alors on repart un petit peu sur le côté hygiène, anti-inflammatoire, levure intestinale, des préservatifs parce que ça sert énormément à plein de trucs, stockage de l'eau, pansement des doigts, etc. Savon de Marseille, des serviettes microfibres, des désinfectants, antibiotiques large spectre, de la vitamine C, kit de suture. Ça, entraînez-vous, achetez les kits. Aujourd'hui, ça se trouve un peu partout. Et entraînez-vous sur du poulet ou avant de faire la cuisine, tester. Collyre,
compresse stérile. Et puis après, on arrive sur la nutrition avec litres d'eau. Donc 3 litres d'eau, 3 jours de nourriture, des soupes de nouilles, kit bouilloire individuel ou collectif, on va voir ça, taboulet, boîte de thon, etc. Là, vous faites un peu votre tambouille. Regardez bien les péremptions et je vous encourage du coup à régulièrement vous mettre en date limite et ça vous fera sortir. Ça veut dire que si vous avez votre taboulet qui se périme dans un mois, et bien vous avez un mois pour sortir dans le milieu naturel et consommer votre taboulet. Ça vous donne une occasion de sortir. Du coup, après dans l'outillage, on retourne un peu dans l'outillage. Voilà, une boussole de marche. C'est bien d'avoir 2-3 éléments en double. Donc la boussole en double, un dans chaque sac. Des couteaux un peu pareils. Et puis là, en termes d'énergie, on arrive sur chargeur solaire. Des choses un peu plus lourdes, mais qui tiennent la route. Alors c'est pareil sur les kits de pêche. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de pêcher avec les kits que vous avez dans les kits de survie, mais s'amuser alors qu'on est fatigué à monter l'hameçon sur le fil, alors que c'est la première fois qu'on le fait, ça marche pas. Achetez une ou deux lignes de pêche déjà prémontées, et puis vous coupez une petite canne et vous allez pêcher. En sachant, attention, qu'il y a des réglementations par rapport à ça. Et puis, sac poubelle, vide résistant, 200 litres, c'est pareil, ça sert à tout. Se protéger de la pluie, ramasser des légumes ou plus si affinité. La protection, c'est pareil, moi je suis plutôt parti sur du poncho parce que les tarpes et compagnie, c'est bien, mais ça alourdit. On a un vêtement de pluie plus un tarpe. Donc le tarpe, c'est une bâche. En gros, c'est une bâche qui fait 2 par 2 ou 2 par 3. C'est bien que tout le monde soit autonome, que vous puissiez vous diviser et vous retrouver, mais toujours en autonomie. Sachant qu'il y a des ponchos qui se clipent les uns aux autres, donc vous pouvez très bien agrandir le sujet. Les vêtements, snoods, etc. Alors après, oui, au niveau de l'hygiène, c'est pareil, je n'ai pas forcément parlé. Mais il y a 2-3 deuils à faire dans le milieu naturel, et notamment de prendre sa douche tous les matins, tous les soirs. Essayez, pour ceux qui sont habitués à le faire, essayez de passer une journée, 2 journées, 3 journées sans vous doucher intégralement en faisant votre toilette, mais en consommant beaucoup moins d'eau, en sachant que dans ces situations-là, c'est important, très 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 important, d'avoir une bonne hygiène. Parce qu'une fois que vous avez des ampoules aux pieds, que vous avez passé 3-4 jours les pieds humides et que vous commencez à avoir des mycoses dans les pieds et compagnie, c'est pas en faisant 30 km que ça va s'arranger. Donc l'hygiène est vraiment importante. Et puis voilà, après vous faites sur pause et puis vous regardez un petit peu. Faites encore une fois votre propre sac en fonction des besoins que vous avez. Testez-le en famille pour que ça fonctionne. Juste 2-3 éléments par rapport à la loi. On va arriver sur le matériel, sur un peu plus de détails sur le matériel. La loi donc du Code de la sécurité intérieure 317.8 et 9. En gros, il faut retenir que tout objet pointu, tranchant, c'est interdit de port. On n'a pas le droit de transporter des éléments pointus et tranchants, contondants dans nos sacs. C'est interdit sans motif légitime. Et tout là, c'est tout là où ça se joue. Alors, il y a une jurisprudence qui dit que de manière normale, traditionnelle, on peut avoir un laguiole, un couteau suisse,
ou un opinel dans la poche, c'est considéré comme de la tradition et pour un usage civil. Donc, c'est pas une question de taille. Je sais pas si on t'a déjà entendu ça, mais tu mets la lame et la lame, elle doit pas dépasser la largeur de la main. Moi, j'ai des grosses paluches, j'ai de la chance. Euh, mais en réalité, c'est pas dans la loi, ou en tout cas, ça ne l'est plus. Je crois qu'il y a une histoire de dimension, de longueur, il y a une époque, mais c'est plus du tout ça. C'est juste pointu, tranchant, hop, interdit, sauf port légitime. Et c'est tout là où ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux forces de l'ordre, l'interprétation des forces de l'ordre est importante. C'est-à-dire que si tu as une tête de Rambo au milieu de la cité, ça ne le fera pas. Si tu as en fait, si tu as des outils qui ne sont pas proportionnés à, euh, à l'environnement et à l'action, il y a un problème. Donc voilà, c'est juste pour remettre un peu les choses à plat. Après, sur les couteaux, il y a plein de sortes il y a plein de sortes de couteaux pour vous aiguiller un petit peu. Ce qui est bien comme type de lame, c'est des lames droites comme ça, des couteaux de cuisine. Moi j'ai plutôt une, euh, une appétence pour des couteaux avec la pointe qui est plutôt dans l'axe de la lame, parce que ça fait des pointes qui sont plus solides. Et puis quand on veut faire des trous, donc avoir des rotations sur le couteau, des trous dans le bois, etc., on a la lame qui est dans l'axe du poignet. Donc ça permet de faire des choses un peu plus précises et moins fatigantes. Tout ce qui est lame style tantôt ou avec des angles, j'aime pas forcément. Après, chacun son truc. Mais là, la pointe, elle n'est pas forcément suffisamment pointue. Ces lames-là, c'est bien, mais c'est bien pour couper, pour faire du travail fin, mais pas forcément pour tous les jours. Et là, on a des problèmes de solidité de pointe. Donc voilà, moi, je suis plutôt sur du drop point, donc voilà, sur des lames un peu symétriques et pas sur des lames à euh, deux côtés affûtés, parce que du coup c'est dangereux d'avoir un contre-tranchant, forcément c'est pas évident. Euh, Après sur le profil d'affûtage, de la même manière, euh, la solution idéale c'est des formes convexes. Parce que ça correspond à un affûtage, donc c'est deux côtés qui sont un peu arrondis. C'est un affûtage qui est facile à entretenir et, euh, et qui va avoir, si on regarde un peu au microscope, on arriverait sur quelque chose comme ça qui va être beaucoup plus solide que si on a une forme convexe, on a un tranchant qui va être beaucoup plus fragile. Après, ici, on va avoir une forme qui est très tranchante, mais qui potentiellement va avoir des problèmes de tenue. Ça, c'est valable aussi. On va dire que c'est ces deux-là qui sont bonnes. Et là, c'est facile, très facile à affûter. Donc, c'est un peu le style des lames de rasoir. Sauf que on a un problème si on veut couper, utiliser son couteau pour couper sur de longues distances. Eh bien, on va avoir le tranchant qui va se dévier. Donc, la coupe qui va se dévier. Et ça, c'est vraiment pas pratique. Pour le manche, préférez les pleines soies. Ça veut dire que le métal de la lame prend entièrement le manche, ce qui va vous permettre de taper dessus, de l'utiliser comme un marteau, etc. D'un point de vue de solidité, c'est beaucoup plus solide que les trois quarts, des demi ou des soies postiches. Et là, le risque, en plus de ça, c'est que si c'est pas une bonne facture, vous avez un rajout de métal. Donc là, vous avez une soudure. Et donc, sur un effort de levier sur votre couteau, ça peut casser. Les aciers, prenez du 440C, c'est une bonne lame. Après, il y a des tonnes et des tonnes d'acier. Si vous voulez aller plus loin, vous tapez des types d'acier en coutellerie. Vous allez trouver des sites qui sont très explicites. Et puis vérifier la prise en main, le poids, l'étui, où est-ce qu'il est porté. Éviter les trucs à la Rambo sur le poitrail ou sur le mollet. Tout ce qui est couteau de botte, couteau de ceinture,
les couteaux de lancer, etc. Ça sert strictement à rien. C'est pas des outils. Pensez outils. Pensez pas couteau de défense et compagnie. Typiquement, on va regarder un petit peu au niveau des choix. Alors, voilà, dans l'encadré rouge, ce qu'il faut éviter. Donc, la mâche anti-zombie, la machette anti-zombie, ça sert à rien. Ça sert à rien. Même la machette tout court, hein, on a fait le test. Alors, je n'ai pas présenté de hachette. On a fait le test en forêt. Taper à la hachette sur un arbre, ça s'entend à peu près à 2 km. Donc, si c'est un peu tard et que vous êtes en train de jouer ou de tester votre matériel et que vous avez des paysans avec des chiens, et ben les chiens vont se réveiller, ça va réveiller les paysans qui vont les voir. Ça dérange tout le monde, ça sert à rien du tout. Donc, restez discret, restez soft. Vous baladez pas avec des trucs qui sont lourds et qui servent à rien. La machette, ça sert à rien. C'est pareil, ce genre de couteau, les couteaux de survie. Là, en plus de ça, c'est une baïonnette avec le manche creux, avec la petite vis. Ça, c'est style couteau de survie de Rambo. On n'est pas dans la jungle, on se calme. Euh, et puis, les kits en question, j'en ai testé un. Franchement, c'est chaud pour jouer avec ça. Et puis, le dernier, c'est le petit couteau suisse qui est drôlement pratique, sauf que, en fait, les lames, elles se verrouillent pas. Et la plupart des accidents avec ces couteaux-là, c'est que vu que c'est une lame symétrique, eh ben, on est en train de parler, on est un peu fatigué, et puis on va appuyer du mauvais côté, et on va se retrouver avec le couteau qui se ferme sur le doigt. Et quand on est en milieu naturel, c'est pas le moment de se blesser. Donc, préférez voilà, un petit couteau pliant avec des bons aciers. Ça, c'est Spyderco. Ça marche très bien. Il y a des marques comme Herbert, Victorinox, Opinel. Alors Opinel, ils ont aussi un verrouillage de lame fermée depuis 10 ans, un peu plus. Et ça marche bien. Il faut prendre un numéro 5 pour les enfants. Ils font des très bonnes versions enfants, sans pointe. Vous pouvez commencer à responsabiliser vos enfants assez rapidement avec des couteaux comme ça. Et puis le Victorinox, il existe plusieurs sortes. Moi, j'ai cette version-là avec le bord droit. Parce qu'ils ont fait un petit rebord design. Sauf que un rebord design pour tracer, c'est pas cool. Donc, du coup, voilà, celui-là, il m'a suivi pendant 22 ans. Je lui ai sauté dessus, j'ai fait levier avec des barres à mine, avec des tubes d'échafaudage pour serrer. Euh, c'est quasi indestructible. Donc, ça, c'est une valeur sûre. Et je préfère ça au Laserman. Testez, faites vos choix. Mais voilà, moi, Victorinox, c'est une valeur sûre. Après, dans les couteaux, alors ça, c'est des couteaux fins, des couteaux qui servent vraiment au petit travail pour couper la nourriture, etc. Et puis après, il vous faut un couteau beaucoup plus costaud. Donc après, vous avez des couteaux un peu comme ce qu'il y a là, qui ont en fait le côté civil très marqué, avec une pochette en cuir, etc. Il faut des lames qui vont essayer de prendre des lames qui font entre 3 et 4 mm d'épaisseur. Parce que voilà, si vous cherchez par exemple des larves dans une souche, parce que la larve c'est très nutritif, et il faut pouvoir piquer, faire levier. Si vous voulez écarter un truc, il vous faut un pied de biche. Vous n'allez pas vous balader avec un pied de biche dans votre sac. Donc, ce sera un couteau qui fera pied de biche. Donc, il faut des épaisseurs de lame qui vont pas risquer de se tordre ou de se casser. Donc, après, ce style de couteau, c'est très bien. C'est généralement des très bons tranchants. Pour démarrer, c'est bien. Maintenant, c'est pas assez épais. Et vous allez vite réussir à les casser. Vous pouvez regarder chez Cold Steel, acier froid. C'est le Bushman qui est très très bien. C'est un acier qui est un acier au carbone qui est très souple. Vous pouvez quasiment plier la lame à 45 degrés. Donc pour faire levier, ça ne marchera pas. Mais il y a le côté manche creux qui vous permet de mettre un bâton et puis d'aller cueillir des fruits en hauteur. Et le dernier point, c'est Gerber qui font ce genre de couteaux, qui pour moi sont très proches du meilleur couteau pour la balade.
on va appeler ça comme ça, avec une soie complète, avec un bon pommeau ici, vous pouvez vous en servir pour taper. Et puis, on a également, alors c'est assez courant sur les couteaux, une partie du couteau cranté, mais ça honnêtement, affûter, c'est vraiment la misère. Donc évitez. Prenez des lames simples avec un tranchant simple et des scies, vous en avez sur les couteaux multifonctions. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Voilà, pour les couteaux, c'est un peu ça. Pour ceux qui sont en mode bureau, il y a ce genre de carte qui existe en format carte de crédit, avec le petit ciseau, le petit couteau. Ça peut aussi faire l'affaire, sachant qu'il faut avoir une lame propre qui permet de faire du travail fin et une grosse lame qui permet de faire le gros travail. Et puis l'affûtage, ce que je conseille, c'est des affûteurs portables avec deux pierres en tungstène et puis deux pierres en céramique ou en diamant pour finir l'affûtage. Donc, c'est deux pierres qui sont croisées et ça permet d'affûter avec le bon angle très rapidement et très régulièrement. Il faut savoir qu'un couteau non affûté, c'est plus dangereux qu'un couteau très affûté. Il vaut mieux avoir un couteau qui rase. Et pour tester l'affûtage de votre couteau, eh ben, vous rasez vos poils de l'avant-bras, vous testez un petit peu. Si ça coupe les poils, c'est que c'est suffisamment coupant. Et pour les enfants, c'est pareil. Dès qu'ils ont un couteau, je vous conseille de les responsabiliser. Il y aura bien souvent quelques petites coupures. C'est pas trop grave, mais vaut mieux qu'ils apprennent vraiment vite à se servir d'un petit opinel. Autre outil, eh bien, pour remplacer la machette, le sécateur. Déjà, d'un point de vue des forces de l'ordre, c'est quand même beaucoup plus facile à justifier le port d'un sécateur que de justifier le port d'une machette. Et préférer des sécateurs avec donc des manches non conducteurs, parce que si vous coupez un fil où il y a du jus dedans, bah, ça sera beaucoup plus facile à couper. Et sur le sécateur, vous avez une petite encoche qui est là, sur certains sécateurs. Ben, préférez ceux-là, c'est fait pour couper les fils. Ou alors après, vous avez ce genre de cisaille, avec aussi l'encoche ici pour couper les fils. Et ça coupe à peu près tout. Donc, suivant le lieu, si vous voulez couper des ceintures de sécurité, des choses comme ça c'est très efficace. Ça coupe vraiment tout n'importe quoi. Et ça coupe plutôt les branches. Et vous allez pas aussi vite, mais pour vous sortir, par exemple, de ronces, le sécateur, c'est presque aussi efficace que la machette. Après, pour le gros travail, pour couper des arbres et compagnie, pour remplacer les lâches, eh bien, il y a la scie à chaîne. Là, il y a deux styles. Il y a style chaîne de tronçonneuse. Là, vous avez une voie qui va être à peu près de 3-4 mm. Ici, vous avez une voie qui va plutôt faire 2 mm, 2 à 3 mm, avec des petites dents. Et je préfère largement celle-là. Quand vous n'avez pas fait votre stock de bois suffisant pour la nuit et que vous levez à 4 heures du matin frigorifié et qu'il faut aller couper du bois, entre 4 mm de voie pour couper et 2 mm, vous vous sentez rapidement passer. Donc, plutôt des lames fines. À affûter, ça sera plus facile à entretenir aussi que la chaîne de tronçonneuse. Et puis, la pelle. La petite pelle de jardinage, c'est le top. J'avais essayé avec une pelle, la pelle de camping, la pelle pliable. Et en réalité, vous prenez une pelle, alors là, c'est un modèle un peu high-tech, on va dire, mais vous prenez une simple pelle de jardinage qui tient le coup. C'est-à-dire que vous pouvez faire levier aussi. Si quand vous faites levier, la pelle, elle se plie, vous mettez ça au rebut. Et puis, si vous avez la capacité qu'elle soit emmanchable, c'est pareil, c'est vraiment pratique pour en faire une pelle pour creuser sans avoir besoin de vous mettre à quatre pattes. Mais ça, donc, creuser pour faire un trou pour un feu. Je rappelle, on ne fait pas de feu en forêt. Ou pour faire un WC, par exemple. C'est pareil, ça marche bien.
Donc voilà pour ce genre de choses. Ensuite, le feu. Le feu et la cuisine. Après avoir testé tout et n'importe quoi, le four, la gamelle, le réchaud, etc., je suis tombé là-dessus et honnêtement, c'est vraiment bien. C'est la bouilloire. C'est une bouilloire en fait euh, qui a un petit récipient pour faire un feu. Euh, et donc avec, on va dire, 2 poignées de brindilles et en 3 minutes, on arrive à chauffer, à faire bouillir 1 litre d'eau. C'est très rapide. Il existe plusieurs marques. Moi, c'est celle que j'ai choisie. C'est de l'inox. Et puis, vous avez 2, 3 kits au-dessus pour mettre au-dessus de la cheminée euh, eh bien, la gamelle, la poêle, etc. Ça marche super bien. La petite grille pour faire chauffer directement sur le foyer, de vous faire chauffer 2, 3 légumes, un champignon et un morceau de viande. Ça marche très très bien. Et en même temps, ça vous évite de faire un feu de camp, euh, de laisser des traces, de prendre des risques en termes d'incendie. Donc voilà, moi je vous conseille de ne pas jouer au feu de camp et de rester sur des choses vraiment aussi discrètes, simples à transporter et d'une efficacité assez redoutable. Au niveau de l'eau, c'est pareil. Au niveau de l'eau, déjà, j'ai choisi de prendre une gourde en métal avec un gros capuchon. Parce que c'est pareil, ça peut servir pour remplir des trucs, pour stocker de la nourriture, pour transporter, par exemple des cendres, enfin des braises. Donc une thermos en métal. Moi, j'en ai une d'1 litre qui rentre dans ma banane. Euh, un quart, ça permet de faire pas mal de choses. Micro-pur pour purifier l'eau. Et puis, alors, il y a tous les systèmes de paille, etc., qu'on voit passer avec des filtres au charbon. Euh, En termes d'autonomie, c'est bien. Vous avez certaines autonomies qui sont à 50 litres. Et puis, suivant la durée que vous allez la tester, et puis après, elle va peut-être rester 1 mois dans le placard, et puis vous allez la retester. C'est pas top. Moi, je préfère les filtres à pompe. Euh, Mon filtre, il a fait deux sorties au Mozambique, 3, 4 sorties en forêt. Et j'ai juste changé du coup la cartouche en céramique et ça filtre vraiment très bien. Et après, pour le stockage dans le sac, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le sac de voyage, euh, j'ai mis 3 litres d'eau. Ces 3 litres d'eau, soit vous les transportez en bouteille, c'est bien, mais pour vous hydrater régulièrement, c'est pas le top. Et il y a ce qu'on appelle les camelback, euh, qui sont très très bien. Donc c'est des poches à eau. Et la marque qui marche très très bien, c'est une marque israélienne, c'est Source. Et en fait, dans le plastique qu'ils utilisent, dans la matière qu'ils utilisent, il y a des particules antibactériennes. Et ça m'est arrivé de laisser de l'eau 3-4 mois dedans et j'ai aucune trace de moisissure. Alors forcément, il n'y a pas de goût. C'est ça qui est bien aussi. Mais forcément, en laissant de l'eau 3 mois, euh, si vous avez l'estomac sensible, jouez pas trop à ça. Mais ça vous fera une préparation, dans le pire des cas. Après, dans le sac de tous les jours, j'ai ce kit-là que j'ai complété un petit peu. J'ai mis un briquet, quelques pansements, un bout de ficelle, voilà, deux, trois trucs comme ça, des liens en plastique aussi. Donc ouais, j'ai trouvé alors ça c'est une petite pince multifonction. C'est Gerber qui fait ça et elle est vraiment très pratique. Et donc ça rentre dans le kit. Au lieu d'avoir un petit pliant qui sert à rien. Là, on a quand même un peu plus de matos. Et puis un poncho. Enfin, c'est pas celui que j'ai un poncho camouflage en Gore-Tex. Et du coup, ça marche bien. Énergie 5. Donc, Énergie 5, c'est de la nourriture d'urgence qui fait 2200-2300 kilocalories, qui peut se manger cru.
qui peut se délier avec un peu d'eau, qui a absolument tout ce qu'il faut pour vous, vitamines, absolument tout. Ils ont juste oublié le goût. Parce que c'est sucré, salé. Alors, il y a ma femme qui met ça. Mais moi, beaucoup moins. Donc, ça marche bien. Et puis, après, vous avez les sauvages comestibles. Donc là, ça fait partie des compétences. Et puis, en termes de troc, puisque en fait, en termes de consommables, c'est la nourriture qui va prendre le plus de poids. Essayez de conserver vos rations d'urgence et donc au fur et à mesure de manger ce qu'il y a à manger autour de vous. Donc ça démarre par la compétence de savoir ce qui se mange dans le milieu naturel et après d'être capable de faire du troc. C'est pareil, vous avez quelques billets, mais c'est pas pour ça qu'il faut les dépenser. Donc privilégier de l'échange de services contre la nourriture. Et en règle de base, on échange des biens durables contre des biens durables et des biens qui ne sont pas durables avec des biens qui ne sont pas durables. Donc échanger du temps contre de la nourriture, du temps contre un nouveau couteau, mais n'échangez pas votre sac à dos contre une voiture. Enfin non, pardon, votre sac à dos contre de la nourriture, par exemple. Voilà, ou votre couteau contre la nourriture. Parce que, au final, une fois que vous avez mangé, vous n'avez plus de couteau. Voilà pour ça. Après, en termes de matos, on n'en a pas vraiment parlé. Effectivement, il y a la communication. Alors, communication, les téléphones, en fonction de votre diagnostic, vous pouvez les prendre. Et il y a les bonnes applis dessus. Donc, la météo, et selon votre configuration, des applications de topographie, GPS, les réseaux sociaux, ça peut être important si vous êtes en situation difficile. Et puis, si vous pensez faire une version un peu plus discrète, eh ben, prenez des téléphones qui sont dégooglisés. Et puis, pensez à éteindre vos téléphones, ce sera déjà pas mal. Après, au niveau radio, c'est pareil. Il y a des réglementations en fonction des fréquences, des puissances d'émission, des zones géographiques. Et puis, sachez qu'une radio, ça se localise. Donc, si vous êtes vraiment en difficulté dans la forêt ou en montagne, etc., si vous avez une radio, eh bien, lorsque vous allez l'utiliser pour appeler les secours, ils vont pouvoir trianguler votre signal et potentiellement réduire le champ de recherche. Et puis, la Powerbank, moi j'ai trouvé celui-là, une puissance de 2 ampères, 2,4 ampères, et je recharge avec des panneaux solaires portables. Donc ça permet d'alimenter aussi bien la lampe frontale, qui est une lampe frontale rechargeable, les téléphones, les talkie-walkie, etc. Et donc on a une source d'énergie durable. Là, c'est le calepin dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le papier waterproof. Et puis, hop, donc après, voilà, au niveau matos, la banane, c'est du Max Expédition. Le sac à dos, c'est du Decat. Et j'ai pris en photo un petit sac enfant. Parce que du coup, l'équivalent du sac banane pour les adultes, vous le mettez sur les enfants avec quelques fringues et vous jouez à la vie en milieu naturel. Vous les emmenez en week-end et ils se débrouillent pour faire leur cabane, pour faire leur pop-up. Et on l'a déjà fait il y a 2 ans, je crois. Et en fait, les gamins, ils sont ravis de faire ça. Donc, n'hésitez pas à jouer, ça leur apprendra beaucoup de choses. Voilà le style de lampe torche, enfin de lampe frontale. Et puis, en termes de préparation, testez vraiment l'emplacement de vos sacs, enfin l'emplacement du matériel dans vos sacs, en fonction de la fréquence d'utilisation, de la disponibilité, de la fragilité de ce que vous transportez, aussi bien sur le côté choc que sur le côté humidité. Et puis sur le poids, préférez tout ce qui est lourd contre le dos
ça vous évitera de vous balader avec le sac qui vous emporte, donc de vous casser en deux pour marcher. Voilà un petit peu pour conclure. Eh bien, écoutez et discernez avant tout. Évitez de prendre des listes, des listes de trucs de survivaliste, etc. Ça ne sera certainement pas adapté à ce que vous allez faire. Commencez maintenant avec ce que vous avez. Donc, on arrive sur des grands week-ends. Partez en balade et puis regardez ce dont vous avez besoin. Faites un pas à la fois et un pas de foi à la fois. Donc, pour préparer ce genre de choses. Testez et après approuvez. C'est-à-dire que vous prenez du matos, testez-le. Et après, une fois que vous l'avez testé, approuvez-le, gardez-le. Et si jamais c'est pas bon, continuez à chercher. Et entraînez-vous avec joie. Préparez-vous avec un esprit de vie. C'est le plus important. Dernier point, trouvez une Bible qui ne risque rien, solide, avec une bonne protection, que vous puissiez balancer votre sac à la flotte. Le plus important, c'est de garder votre Bible en bon état pour pouvoir la lire tous les jours. Voilà, mon cher David, Eh bien, ce que merci j'ai à Philippe. partager. Eh bien, merci Philippe. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je vois que c'est très très complet. Je pense que ça va créer des commentaires. Eh bien, écoute, On va voir quel est l'accueil qui sera fait à ce type de vidéo, qui effectivement sort un petit peu du lot de ce qu'on a fait d'habitude, ouais, mais qui pousse à des réflexions intéressantes. ouais. De toute façon, c'est vraiment, entre guillemets, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est ça sert à rien de s'imaginer des trucs de fou. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vaut mieux se dire, tiens, si demain je dois sortir de la ville et que je vais aller en campagne, comment ça se passe? Faites-le. Hmm. Prenez un sac et puis sortez de la ville à pied. Et puis si ça vous va pas, testez en voiture. Et puis si ça vous va pas, testez en vélo. Ça sera comme ça que vous pourrez vous projeter sans partir en vrille. Ouais, ouais, très intéressant. Et puis d'ailleurs, je regarderai plus le sac de mon épouse de la même façon. Je le regarde avec respect maintenant. Je me disais, mais pourquoi elle Et prend ouais, toujours tout? Ouais, j'avais déjà je, commencé à comprendre l'utilité de son sac, toujours plein de choses pertinentes, mais j'ai encore plus de respect pour son sac qu'aujourd'hui que d'habitude. ouais, ouais, ça, il faut s'en inspirer. Le sac de tous les jours, il faut s'inspirer de nos épouses et les femmes, elles ont bien souvent compris le truc avant nous. Ça marche. Je te dirai ce qu'elle aura dit comme commentaire quand elle aura vu ce partage. Bon, eh bien vous, si ça vous fait réagir, vous savez, vous pouvez nous retrouver dans les commentaires. Soyez gentils avec nous, s'il vous plaît. Mais on est prêt à accueillir vos commentaires, ceux qui sont enthousiastes et ceux qui sont sceptiques. On accueille chacun là où il en est. Alors faites-en de même avec nous. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet. Vous avez vu, on commence à partir, à étendre un petit peu le cordage de nos tentes. Je pense que c'est d'actualité et je pense que c'est pertinent. À très bientôt, soyez bénis. Merci, au revoir.